Grand Paris, face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Et comme tous les lundis, donc, je reçois certains membres de notre petit club d'élus franciliens, de responsables politiques d'Île-de-France. Ils commentent, ils décryptent la campagne. C'est donc leur jugement d'homme de terrain face à la campagne présidentielle. Je reçois Jacques Salvatore, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste d'Aubervilliers. Linda Asmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, centriste, nouveau centre, appelant à voter et à soutenir François Bayrou du Modem pour que les choses soient bien claires. Marie-Christine Arnautu, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale Île-de-France du Front National. Et enfin, Frédéric Valtou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire UMP de Fontainebleau. Alors, si on devait trouver une justification à cette émission, on peut dire que l'actualité du week-end nous en a donné une avec cette affaire de l'abattage halal en Île-de-France. Marine Le Pen à Lille ayant indiqué que, selon elle, on consommait tous finalement de la viande halal sans l'avoir voulu, puisqu'il n'y avait plus que de l'abattage halal en Île-de-France. Donc un sujet local qui prend évidemment dans la campagne une dimension nationale. Je voulais avoir l'avis des maires. Jacques Salvatore. Écoutez, j'ai entendu avec un certain étonnement ces déclarations que j'ai essayé de vérifier, puisque je savais que vous nous attendiez sur cette question cet après-midi. J'ai pu vérifier ce qu'ont dit les professionnels de la filière bovine, à savoir que ça n'était pas le cas, que la région Île-de-France abattait moins de 1% de la viande nationale, qu'en l'occurrence, même si un certain nombre d'abattoirs en région parisienne étaient un peu spécialisés dans l'abattage rituel, qu'il soit cachère ou halal, en aucun cas ça ne voulait dire que la viande que nous consommions était à 100% halal, comme l'a prétendu Madame Le Pen. Donc voilà, je suis informé. C'est un épisode de campagne auquel on est accoutumé. Bon, la vérité sort de la bouche des professionnels. Frédéric Valtou. Oui, même réaction. Moi, je suis élu d'une région, le Sud-Seine-et-Marne, qui est une région agricole. Il y a des producteurs de viande bovine, je connais ces sujets. Et il y a effectivement, je veux dire, c'est totalement marginal. Enfin, c'est epsilonesque, si on peut dire ça comme ça. Le nombre le tonnage de viande qui est abattu en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on consomme en Île-de-France. Bien sûr, on consomme de la viande qui est abattue nulle. Dans le Sud-Seine-et-Marne, ils vont l'abattre dans la région centre, qui est quand même la porte à côté, à quelques kilomètres. Donc, on essaie de manipuler des chiffres, on essaie surtout de manipuler des peurs et des concepts. Bon, je crois que c'est le fait d'une candidate qui voit que les sondages, je veux dire, la quittent un peu, et donc elle essaie de se rappeler au bon souvenir, mais de mauvaise manière. En tout cas, c'est mon avis. Marie-Christine Arnautu. Le problème, c'est que cette candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, dit la vérité aux Français. Et je crois que sur ce sujet, d'ailleurs, ce n'est pas elle qui l'a dit en premier. Elle ne fait que reprendre les déclarations d'un professeur de l'école vétérinaire de la Maison Alfort, en l'occurrence Monsieur Mouton. Elle ne fait qu'alerter... conformément à la sonnette d'alarme qui avait déjà été tirée par le professeur Tillier au sujet des risques sanitaires. Voilà, le débat est sur la table et tant mieux. C'est effectif, les abattoirs en Île-de-France sont tous halal. Et ce même professeur Mouton, d'ailleurs... abattoirs. Ben oui, mais enfin, ils sont tous halal. Donc en fait, ils abattent peu de viande, mais vous confirmez... Je pense que ils abattent selon le rite halal. C'est un fait. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs conséquences. D'abord parce que les Français et les Franciliens n'étaient pas au courant. Il y a un risque sanitaire. Ça a été dénoncé, monsieur, par la Cour des comptes depuis 1990. C'est pas d'aujourd'hui. En plus, il y a un problème quand même de transparence, ce qui voudrait dire qu'une minorité religieuse impose ses lois dans un pays qui est laïque. Et au-delà de ça, il y a aussi le financement, parce qu'il y a une taxe à l'abattage halal. Bon, et je rappelle, là, on n'est pas en Île-de-France, mais on est dans le Vaucluse, que 220 000 € ont été débloqués par tous vos partis confondus, là pour le coup, il n'y a que le groupe Front National qui s'y était opposé, de façon à ce que l'abattoir de Carpentras ait suffisamment de financement pour être rendu aux normes halal. Donc ça, c'est l'argent public. Et je n'ajoute pas, évidemment, ce qui est quand même aussi une raison majeure pour nous y opposer, c'est la souffrance des animaux, puisque l'abattage halal réclame en gros 14 minutes de souffrance de l'animal avant de mourir. Linda Asmani, l'arrivée de ce débat. Je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. La première, c'est le droit à toute expression religieuse et tout rituel, dès lors qu'il respecte les lois de la République. Et je crois que les choses, j'espère, sont bien encadrées. Et s'il y a un risque sanitaire
Le vrai risque, il est là. D'autre part, il faut qu'il y ait une traçabilité pour le consommateur. Parce qu'effectivement, quand bien même tout serait respecté, de toute façon, le consommateur a le droit à être informé de ce qu'il mange, d'où cela provient. Et je ferai remarquer aussi que, effectivement, les maires l'ont bien dit, dans les 3 abattoirs, de ce que vous dites d'abattage halal, il y a aussi l'abattage rituel kasher, qui est un peu différent et qui, lui, pour le coup, prend en compte la souffrance de l'animal, puisqu'il y a un rituel un peu particulier. Voilà, donc il ne faudrait pas mélanger les débats. J'ai peur que l'on mélange un débat technique, c'est ça ? Technique, et puis sanitaire, et pourquoi pas de transparence aux consommateurs. Celui-là, je veux bien l'engager, à une liberté de culte, d'expression. Je pense que le débat a été posé grâce à Marine Le Pen, qui, encore une fois, n'a fait que dire la vérité. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas du tout de racisme. Elle a juste énoncé une vérité. Et apparemment, vu les tollés que ça déclenche, je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes en Ile-de-France, en tout cas, qui l'ignoraient totalement. Attention à la manipulation. Quand on dit toute la viande consommée en Ile-de-France... Quand on dit distribuer, quand toute la viande est non mais je prends les propos de Madame Le Pen, toute la viande distribuée ou consommée, parce qu'il revient un peu au même, en Île-de-France est une viande qui est préparée selon les rites, etc. Tout ça est faux. Enfin, c'est quelques points de la viande, si c'est 5%, 3%, c'est le maximum de la viande consommée, distribuée en Île-de-France qui passe par ces abattoirs. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'abattoirs en région Île-de-France, mais c'est pas grave. Les bouchers franciliens vont s'approvisionner ailleurs. Il y a une filière halal, ça c'est vrai, en Ile-de-France, je répète bien. Il n'y a plus d'abattoirs en général en Ile-de-France. Ils sont aux portes de l'Île-de-France, je citais le cas du centre, donc c'est quand même à quelques kilomètres. Donc c'est le problème de l'organisation des filières bovines. Enfin, c'est pas, vous voyez, le sujet, on transite, on glisse vite de la peur généralisée à effectivement une réalité que tous les agriculteurs connaissent, en tout cas tous les professionnels. Moi, j'en ai déjà parlé avec le président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, le problème de l'organisation de la filière bovine en Île-de-France et de l'abattage en Île-de-France. Mais c'est un problème qui n'a rien à voir avec les peurs qu'il faut effrayer. Politique, pas du tout. C'est un sujet de dire la vérité aux Français. Or, dans votre bouche, il semble que le seul fait de dire la vérité aux Français, qui après jugent, c'est autre chose de dire les 3 seuls abattoirs sont des abattoirs. C'est un problème de vision de la démocratie. Pour conclure, ce qui a été dit exactement par la présidente du Front National, c'est que la viande distribuée en Ile-de-France était exclusivement à l'insu des consommateurs. C'est là que ça devient politique. Reprenez je relis le texte. Les paroles du meeting de Lille, monsieur Salvatore, j'y étais hier. Je viens de les lire. Et à cela, j'ajoute que ce professeur de l'école vétérinaire dont je parlais tout à l'heure, il s'appelle monsieur Mouton. Oui. Voilà. Concluons avec monsieur Mouton parce qu'on doit marquer une pause. Eh bien, il a lui-même dit que bientôt et à terme, ça vous pouvez reprendre ses propos, il n'est pas au Front National, 80% de la viande en ce qui concerne les moutons en France sur le territoire national serait selon l'abattage halal. Merci beaucoup Marie-Christine Arnautu, on marque une pause. Face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Nous reprenons notre décryptage de cette semaine de campagne présidentielle vue par des élus d'Île-de-France et des responsables politiques franciliens. Je rappelle que je reçois Jacques Salvatore, le maire socialiste d'Aubervilliers, Linda Asmani, conseillère de Paris, qui soutient donc François Bayrou du MoDem, Marie-Christine Arnautu, secrétaire nationale Île-de-France du Front National, et Frédéric Valtou, le maire UMP de Fontainebleau. Alors, le week-end n'a pas été entièrement consacré à cette affaire amusante, anecdotique, intéressante de l'abattage halal, mais quand même à l'intensification de l'entrée en campagne du président Sarkozy, avec notamment ce meeting de Marseille, meeting que je pourrais peut-être qualifier d'un peu tonitruant, au moins dans les propos et dans, je dirais, le buzz qu'il a pu susciter. Alors je voudrais, Jacques Salvatore, que vous nous disiez comment vous jugez cette première semaine du candidat Sarkozy, et puis surtout cette double tactique, à la fois Sarkozy attaquant et puis François Hollande choisissant délibérément et expliquant d'ailleurs pourquoi l'esquive. Est-ce que ça vous paraît une entrée en campagne originale ? En tous les cas, c'était pour Nicolas Sarkozy une épreuve compliquée.
faire oublier son bilan pour se lancer dans l'aventure comme un homme nouveau, c'est un pari difficile à tenir. De ce point de vue, l'attitude de François Hollande d'être dans l'esquive, dans la modération, dans le fait qu'il considère que nous connaissons Nicolas Sarkozy, qu'il aura beaucoup de mal à se renouveler. Il peut faire quelques effets de manche à Marseille, mais ça ne doit pas faire dévier d'un pouce la stratégie du candidat socialiste. Frédéric Valtou. Oublier son bilan, je pas sûr. Je pense que quand on a entendu le discours de Marseille hier, il a au contraire consacré une grande partie de son intervention à rappeler quel a été le travail fait depuis 5 ans, qui a été consacré aussi à rappeler le contexte de crise qui est venu, percuter de plein fouet ce quinquennat et qui inévitablement a totalement changé la donne dans ce qu'avaient pu être les premières années 2007-2008, début de l'année 2008 et puis toute la fin du quinquennat. Donc je crois que c'était un passage difficile, passer des habits du président en place, pour pas dire sortant, mais du président en place à celui de candidat, c'est un passage compliqué. On a vu d'autres candidats, ce président sortant, se casser la figure à ce moment-là de l'exercice. Je crois que cette entrée en campagne du président de la République est réussie de ce point de vue-là. Il a, en insistant sur les valeurs qui fédèrent et qui fondent la droite, en insistant sur effectivement la manière dont il voulait lier à la fois le bilan et peut-être ouvrir une page nouvelle qui tienne compte de ce contexte de crise économique. Il a dessiné des perspectives. Reste à lui maintenant à décliner dans les prochains jours progressivement les idées, la campagne, le projet. Allez décliner. Linda Asmani, comment vous avez jugé cette semaine? Ce qui est très intéressant, c'est de voir un Nicolas Sarkozy qui fait une campagne de challenger et pas une campagne de président sortant. Challenger, il l'est si on regarde les sondages. En tout cas, de l'extérieur. En l'occurrence, il est président de la République jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'au 5 mai, peut-être jusqu'au 22 avril, peut-être ne sera-t-il pas au deuxième tour. Après tout est possible. Ce qui est très frappant, c'est effectivement d'avoir cette posture très offensive pour quelqu'un qui quand même doit être comptable d'un bilan. Et au fond, moi je l'ai soutenu en 2007, donc je prends ma part de responsabilité. Et nous sommes un certain nombre, nous les anciens libéraux centristes européens, à ne pas avoir été entendu, et c'est la raison pour laquelle, avec le tournant extrêmement droitier qui a été pris par lui, et on voit bien d'ailleurs dans le choix de son deuxième porte-parole, les choses sont extrêmement claires. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est dans une campagne à droite toute, et ce qui est quand même intéressant, c'est d'imaginer que c'est plutôt Hollande qui a l'air d'être un président sortant, et face à un Bayrou qui est une espèce de force tranquille, avec un guet-apens Marine Le Pen, et Sarkozy qui arrive en disant au fond voilà, il faut me faire confiance. Et juste pour finir, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, que la crise économique a frappé, et elle nous a tous frappé. Elle a frappé aussi, on le voit bien aujourd'hui, la Grèce et un certain nombre de nos amis européens. Je crois que ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, c'est un profond désamour des Français et de lui, de son style. Et ce qu'on lui reproche, vous savez, plutôt que de faire un référendum on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les chômeurs, sur les étrangers, moi je préférais qu'on fasse un référendum sur l'éthique en politique. Et qu'est-ce que ça veut dire l'affaire de l'EHPAD? Vous le savez, monsieur le maire, cette affaire a laissé des traces extrêmement profonde chez nos concitoyens, y compris ceux qui lui ont fait confiance en 2007. Et je ne vois pas aujourd'hui comment il va pouvoir se dépêtrer et expliquer qu'il n'est pas le candidat des élites, mais celui du peuple, alors qu'il n'a été que le président des élites. Axe de campagne, donc Marie-Christine Arnautu, déjà votre jugement, vous avez entendu Linda Asmani dire ils sont tous les deux, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, en quelque sorte en rapport frontal pour être à la droite de la droite. Bien sûr que non. Moi je pense que cette entrée en campagne, on dit que la meilleure défense c'est l'attaque, c'est ce qu'il fait. Qu'il est président-candidat ou candidat-président depuis bientôt 5 ans, ça, c'est un non-événement. Et qu'il reprend, et c'est là où je trouve, pardon de le dire, mais qu'il a quand même un culot époustouflant, exactement les mêmes promesses qu'en 2007, comme s'il avait vécu dans une espèce de yourte pendant 5 ans, sans téléphone, sans ordinateur, qui n'était absolument pas au courant, ni coupable, ni responsable de ce qui s'était passé. Voilà. Mais ce qui est plus inquiétant quand même, c'est cette bipolarisation de l'élection que... évidemment, les politiques, mais aussi d'un coup de baguette médiatique, comme l'a dit Marine Le Pen hier,
on tente de faire ça maintenant. Et c'est ça qui est très... On dirait que depuis l'entrée en campagne... Non, mais attendez, on dirait que Marine Le Pen ne monte plus. Certes, et mais que souvenez-vous, Madame Brun, en 2007, on avait créé le troisième homme, en l'occurrence François Bayrou. Bon, on avait dit, voilà, il y a un troisième homme, et c'était très argumenté pendant toute la campagne électorale. Aujourd'hui, on a le sentiment que Marine Le Pen et d'autres, mais enfin je parle de Marine Le Pen, puisque quand même... elle est toujours à peu près à 20% dans les sondages, a été aspirée avec ses électeurs potentiels dans un immense trou noir depuis une semaine et qu'elle n'existe plus. Bon, voilà, je trouve que la ficelle est quand même un peu grosse et que je pense aussi que les Français vont y réfléchir. Frédéric Valletoux, alors la sarcolandisation, comme dit François Bayrou. C'est un très bon mot. C'est un bon terme. Qui l'a fait? C'est les médias? Qui l'impose? Attendez, c'est ni les médias ni les sondages qui prédétermine la nature du débat politique et du débat président de cette campagne. Je crois que c'est le rendez-vous de la crédibilité. Il y a un contexte qui est suffisamment difficile, dramatique, compliqué, qu'on a vu. Il y a quand même aujourd'hui des pays européens proches de nous qui sont un genou à terre, et que la difficulté de ce contexte-là, effectivement, renvoie à la crédibilité des candidats, et que spontanément l'électorat peut-être va vers les candidats qui lui paraissent le mieux armés pour affronter cette crise, et se détache de candidats. Je parle surtout pour Madame Le Pen, de candidats qui avaient des solutions qui n'en étaient pas, et qui, on le voit bien, à part jeter des slogans comme ça, quand on parlait de la viande halal tout à l'heure, à part jeter comme ça des anathèmes ici ou là, eh bien, ne présentent pas d'alternative crédible. Et donc, c'est un rapport avec, d'après moi, la crédibilité. Alors, j'ai vu qu'hier, elle poussait la chansonnette pour essayer de se rattraper, mais vous voyez, on voit bien que là, il y a des elle pourra faire carrière si ça marche pour elle, visiblement dans d'autres métiers, ça c'est clair. Non, elle fera carrière dans d'autres métiers. Néanmoins, plus sérieusement, la crise fait qu'aujourd'hui, l'électorat va sans doute vers ceux qui... vote utile, c'est ça que vous nous dites. Oui, le vote utile dès le premier tour, c'est peut-être la nouveauté de cette élection. Je crois que la crise, elle est morale, elle n'est pas que financière, c'est vraiment important. Je crois qu'il ne faut vraiment pas prendre nos concitoyens pour des idiots. Ils souffrent économiquement, et ils souffrent doublement quand ils sentent qu'un certain nombre de privilégiés profitent d'un gâteau dont eux ne goûtent jamais la saveur. Et je crois que ça, c'est très profond. En tout cas, c'est ce que moi j'entends dans les quartiers populaires de Paris, et pas seulement dans les quartiers populaires. Je vous le redis, une frange non négligeable de ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy ne revoteront pas pour lui aujourd'hui. Et comme une clientèle d'un restaurant ou de je ne sais quel commerce, eh bien, quand vous n'avez pas votre clientèle habituelle, c'est un peu le début de la fin. Jacques Salvatore. Oui. Sur cette émergence, au fond, du thème de « je suis un candidat hors système », c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Nicolas Sarkozy là-dessus, mais en même temps, c'est un axe qu'il va labourer, on voit bien que ça va être important. Ça vous rappelle Chirac 95, la fracture sociale, ça vous rappelle quoi ? Ça me rappelle beaucoup de choses, mais ça me rappelle surtout qu'il n'a plus qu'une issue possible, c'est sans doute celle-là. Je disais tout à l'heure qu'il veut faire oublier son bilan. C'est pas tellement qu'il le nie ou qu'il ne revienne pas sur ses actions passées, c'est tout simplement que la crise n'est pas nouvelle. C'est depuis plusieurs années. La crise s'est engagée dans notre pays et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires en temps utile, qui pouvaient paraître efficaces, de revenir sur certaines mesures fiscales qui étaient des véritables privilèges, revenir sur un certain nombre de mesures qui ont aggravé la crise plus que régulé, et de ce point de vue, il aura du mal à le faire oublier. Il reste une issue, celle-là, et personne ne conteste son talent personnel en campagne. Personne ne conteste qu'il saura aussi pousser la chansonnette, je suppose, comme Marine Le Pen. Mais bon, je ne pense pas que les Français soient maintenant dupes de ce genre de comportement. C'est une posture, c'est une stratégie de campagne. Elle ne doit pas infléchir en quoi que ce soit la position de François Hollande. Alors, juste, Marie-Christine Arnautu, quand le président Sarkozy dit « je suis le candidat du peuple de France », c'est vrai qu'on pourrait faire des copier-coller avec ce que dit Marine Le Pen depuis un certain nombre de temps. Il va y avoir cette course à l'échalote à, je dirais, la représentation de la nation. Non, mais enfin, écoutez, il y a des faits. Il y a des faits. Je pense, et je vous l'ai déjà dit, que la vraie question, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop plaisanter, et pas du tout même, je pense, sur ce sujet. La vraie question va être de demander aux Français, oui ou non, sont-ils prêts à perdre définitivement leur souveraineté ? Et vous savez, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, avec ce plan de sauvetage, ce nouveau plan de sauvetage de 130 milliards d'euros, il y a un mot qui est particulièrement choquant, c'est-à-dire que l'Europe va donner cet argent à la Grèce en échange d'une mise sous séquestre des comptes de la Grèce. C'est gravissime de mettre, c'est même plus sous tutelle là, c'est séquestrer
pas tellement la Grèce, mais les Grecs, donc le peuple grec. Et moi et Marine Le Pen, je peux vous dire, nous n'avons absolument pas envie de ça pour notre pays. Donc c'est pour ça que je vous dis que la question, il ne faut pas plaisanter avec cette élection présidentielle, ni balayer d'un revers de main les petites phrases de l'un ou de l'autre. La vraie question, c'est ça. Le peuple français accepte-t-il d'être mis sous tutelle et séquestré pendant les années qui viennent avec tous les sacrifices que ça peut représenter? On a l'exemple de la Grèce sous les yeux. On ne pourra pas dire cette fois-ci qu'on ne savait pas. Ou bien, effectivement, veut-il que la France reprenne sa souveraineté monétaire? Ça a été dit d'ailleurs sur votre antenne au Club des experts ce matin. Fiscale, législative. Il est là le choix. Frédéric Valletoux. Alors ça, vous confirmez d'une certaine manière ce que beaucoup de politologues disent sur cette élection, c'est-à-dire qu'elle est référendaire. C'est-à-dire référendaire. Pour l'instant, elle tourne beaucoup autour de la personne de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, parfois même un peu trop, au détriment des argumentaires, des projets, des programmes. Je ne crois pas, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y ait une course à l'échalote sur le thème vers la de la droite, nation. sur le thème de la nation. En tous les cas, à courir après l'électorat de l'extrême droite. Je crois que Nicolas Sarkozy... Je ne suis pas d'extrême droite, monsieur Valletoux, Marine Le Pen non plus. Nicolas Sarkozy sait très bien que... La droite de la droite, on va dire. Non, vous allez partir. Nicolas... Non, attendez, on ne va pas rentrer dans ce... La nation n'est pas d'extrême droite. Tout à fait, vous avez raison, elle est de droite et de gauche. Néanmoins, je crois que Nicolas Sarkozy sait très bien qu'il y a une pluralité de courants au sein de la droite et que je ne pense pas qu'il veuille faire toute sa campagne uniquement derrière un électorat. Et je crois qu'il y a une sensibilité, dont d'ailleurs je fais partie, qui est une sensibilité, j'allais dire, peut-être plus européenne, plus ouverte, effectivement, à ce qu'on mette en avant aussi un certain nombre de sujets de société. Donc, je pense que cette campagne sera au contraire une campagne qui va fédérer. Là, on en est, elle a démarré il y a 3-4 jours pour le candidat Sarkozy. Néanmoins, ce sera une campagne, j'allais dire, qui nous réserve encore, et je le souhaite, bien des surprises aussi sur le fond. Laissons-lui le temps aussi d'arriver sur le fond de son projet. Alors, le fond de son projet, il y a quand même un certain nombre de pistes qui sont déjà tracées. On va y revenir, on va marquer une pause, on va y revenir dans le quart d'heure qui vient. Le travail du dimanche, une dose de proportionnelle aux législatives, trop de députés ou pas, tous ces sujets qui ont émergé pendant le week-end et sur lesquels on a envie d'avoir votre avis. On marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes. Face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Nous reprenons notre débat sur la campagne présidentielle vue par notre petit club de responsables politiques d'Île-de-France. Alors juste avant cette pause, Frédéric Valletoux, le maire UMP de Fontainebleau, nous disait de toute façon une campagne, il y a des séquences, il va y avoir un certain nombre de thèmes qui vont être déroulés. Mais dès ce week-end, certains l'ont été, notamment Nicolas Sarkozy a lancé encore quelques ballons d'essai ou quelques pistes. Alors Jacques Salvatore, cette idée du travail du dimanche qui revient donc sur le tapis, est-ce que c'est à double tranchant qu'un candidat qui n'a pas réussi à la faire passer pendant son premier mandat la repropose pour le deuxième? Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une loi qui est passée pendant son mandat, c'est celle du 10 août 2009, qui établissait une situation sur laquelle on ne voit pas pourquoi on devrait évoluer. Je pense que si cette loi peut s'appliquer, elle peut permettre un certain nombre de souplesses, appliquons-la. Mais je ne comprends pas que le même président qui a fait voter la loi propose aujourd'hui, 2 ans plus tard, de la modifier de fond en comble. Il y a quelque chose d'assez surprenant. Linda Asmani? Oui, moi je suis plutôt pour la liberté, honnêtement. Et François Bayrou explique qu'il faut toujours garder un jour de repos. Et je comprends. Et je suis moi aussi entrée, personne n'est contre le jour de repos. Mais quand même. bien la sûr. question est dimanche ou un autre jour. Il doit rester une liberté dans ce pays. L'État aime bien tout contrôler, tout organiser. L'État fabrique des voitures, des machines à laver. Enfin, à mon avis, il ferait mieux de faire autre chose. On n'a pas besoin que l'État fasse ça. Je crois que l'État doit être protecteur, doit revenir à ses missions régaliennes. Et oui, il faut laisser beaucoup de souplesse. Et je suis d'accord avec... Je crois que la loi existante est déjà suffisamment explicite. Frédéric Valletoux, c'est un sujet complexe pour la droite, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Oui, mais je crois que c'est dangereux de le reproposer. Il y a une loi, effectivement, en 2009 qui a été prise, qui donne quand même pas totalement satisfaction, et dont on voit finalement qu'elle a eu assez peu d'effet sur le terrain. Et donc la proposition, elle est d'aller au-delà, c'est-à-dire de tirer les enseignements de la loi. Il ne faut pas non plus rester figé. On peut parfois faire des textes, imaginer qu'ils sont suffisants, imaginer qu'ils vont marcher, et puis qu'ils ne rencontrent pas effectivement
effectivement l'efficacité souhaitée. Et donc à partir de là, il faut sans doute pousser plus loin. Donc je crois que c'est un débat aujourd'hui que les professionnels sont d'accord avec ce débat. On doit pouvoir, dans des zones touristiques, dans des zones où justement, on a... chez vous, Fontainebleau, il y a pas de problème, chez moi, je peux vous dire ouvert que le si les dimanche. commerçants ne pouvaient pas ouvrir notamment le dimanche matin, ils seraient malheureux. Il se trouve qu'on est une ville, comme dans beaucoup de villes, dans laquelle il y a un marché qui marche bien. Et très bien servi de ce point de vue, en zone où on peut ouvrir le dimanche. Non, mais c'est un endroit où il y a des villes, effectivement, où il y a des besoins particuliers. Donc on doit pouvoir laisser la possibilité aux gens de s'organiser. Maintenant, il faut être respectueux, effectivement, des salariés. Il faut être respectueux du droit du travail. Mais le jour de repos n'est pas forcément le dimanche. Il peut être un autre jour de la semaine, à partir du moment où, effectivement, les rythmes de travail sont respectés. Marie-Christine Arnautu, alors 2 autres propositions qui ont été avancées donc par le président, même si ça reste un peu flou encore, bien sûr. Hein. L'idée d'une marge de proportionnel aux prochaines législatives. Alors on parle bien de 2017, pas de celle de 2012, puisque c'est trop tard. Et puis cette idée qu'au fond, il y a trop de parlementaires. Oui, mais enfin, sur le travail du dimanche, quand même, 2 minutes, si vous permettez. Bien sûr. Il y a des lois. Il y a déjà une loi. Alors que si vous allez faire... Ce qu'a dit Jacques Salvator. Oui, mais justement, vous allez encore refaire une loi. Et enfin, quand même, je trouve que travailler maintenant le dimanche, mais bien sûr, mais on va travailler aussi la nuit, on va remettre le travail de nuit pour les femmes, pourquoi pas. C'est un engrenage qui peut être extrêmement dangereux. Le dimanche est un jour de repos qui a été comme ça sanctuarisé depuis des années. Donc il faut C'est le jour des familles. Enfin, écoutez, c'est le jour des familles, accessoirement. Bon, je dis bien très accessoirement, c'est aussi le jour pour les catholiques d'aller à la messe. Voilà, tout ça, on balaye d'un revers de main, on s'en fiche. Et il ne s'agit pas de balayer. Mais si. Il ne s'agit pas de balayer, il s'agit de regarder comment vit la société française aujourd'hui. Déjà, il y a des possibilités. Personne n'interdit à personne d'aller à la messe. Par cette loi de 2009, de pouvoir travailler dans certaines zones touristiques, etc. etc. Bon. Non, mais si on ne peut pas toucher aux lois qui ne marchent pas, alors on fait mais rien. si, mais on peut faire... C'est pas la peine de se présenter aux élections. Mais non, mais vous passez votre temps à faire des lois. Passez votre temps à faire des lois. Commencez par faire appliquer les existantes. Ce sera déjà pas mal. Donc sur la proportionnelle, à votre intention, si j'ai bien compris, quand même, pas seulement de vous. Absolument, François Bayrou propose François Bayrou, les Verts, etc. Peut-être à notre attention, mais enfin, il faudrait que M. Sarkozy se rende compte que nous n'avons pas qu'une flaque d'eau à la place du cerveau. On peut réfléchir aussi de temps en temps. Bon, la proportionnelle, une vague musique comme ça, 2007, c'était déjà le cas. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Tout ça, je veux dire, ce sont vraiment des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent, en l'occurrence nous. Bon, sur le nombre de députés, Marine Le Pen, vous savez, a fait un point presse il y a 15 jours devant le Conseil économique et social et environnemental. Et c'était justement un des sujets de réduire le nombre de députés et de le ramener à ce qu'il était en 1962, c'est-à-dire 750 députés et là, on au en lieu a de plus de 900. 925. Bon, 750 députés, pour vous donner un ordre d'idée, c'est équivalent à l'Allemagne, qui pourtant a 20 millions d'habitants en plus que la France. C'était aussi, il y a d'autres mesures, c'était aussi plafonné à 5 000 € brut, ce qui est déjà énorme, la retraite des parlementaires. Puisqu'aujourd'hui, elle arrive jusqu'à 10 000 €, il y a une possibilité de cumul. C'était, et là, vous tous, vous auriez pu le faire voter par vos amis politiques, puisque les conseillers régionaux du Front National ont proposé dans toutes les régions de réduire de 50% les indemnités des conseillers régionaux. C'était quand même une mesure volontariste et d'économie de la part des élus de la République pour contribuer justement aux mesures d'économie. Personne ne l'a voté. Donc oui, bien sûr, réduire les députés, bien sûr, mais en même temps la proportionnelle, vous savez, je crois qu'on ne peut pas être... Vous attendez de voir, c'est ça. C'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas être pour un petit peu de proportionnelle, un petit peu de démocratie à la marge comme ça. Non. Ou on est pour une proportionnelle intégrale, et c'est ce que nous demandons, ou on ne l'est pas, et puis 15 jours avant les élections, permettez-moi de ne pas trop y croire. Jacques Salvator. L'introduction proportionnelle dans le scrutin législatif, on est favorable, puisque c'est une des propositions... Vous l'avez dans votre programme, voilà. Une des propositions de François Hollande. Qu'il faille un référendum pour faire adopter une telle proposition... c'est pas anormal, puisqu'on a vu qu'elle a été contrebattue à plusieurs reprises, dans une histoire récente. Donc cette proposition d'un référendum sur la proportionnelle, c'est vrai qu'on
on peut se demander pourquoi elle n'est pas venue avant, puisque dès 2007, vous aviez raison de le souligner, c'était une proposition de Nicolas Sarkozy. Donc on en est à une réforme choc par jour, c'est celle de la journée. Et sur le fait qu'il y ait trop de parlementaires ou pas, c'est alimenter l'antiparlementarisme de dire ça? C'est juste, comment dire, rationnel? Alors, on a voté une réforme de la Constitution qui, dans son article 24, dit que le maximum de parlementaires admissibles, c'est 577. On est quand même sous les traînes de cette réforme constitutionnelle voulue... Pour l'Assemblée. Oui, je parle de députés. Oui. Et on a fait de la place pour les Français de l'étranger, pour les représentants des Français de l'étranger. Donc, vous parlez de la révision de la Constitution, mais voilà, et ça c'est inscrit dans le projet présidentiel de Marine Le Pen. Justement, le premier référendum que nous proposerons aux Français, c'est ça, c'est la révision de la Constitution. Puisque la révision de la Constitution, si elle doit avoir lieu, elle doit se faire par le peuple et pas par le Parlement, comme ça a été le cas. Voilà, voilà, quand on est vraiment pour le référendum, on le propose en français, on n'a pas peur du peuple. C'est déjà arrivé plusieurs fois que les réformes constitutionnelles soient approuvées par le peuple. Il faut c'est pas récent. Sur ces deux sujets plus politiques. Il faut replacer quand même, je pense qu'il faut replacer la proposition d'ouverture sur un scrutin proportionnel quand même dans le cadre des différentes réformes qui ont été faites depuis 5 ans constitutionnelles. Il y a quand même eu des avancées constitutionnelles majeures qui effectivement n'ont pas été jusqu'à présent jusqu'à inscrire la part de proportionnel dans le scrutin législatif, mais enfin qui quand même, sur les droits de l'opposition, sur le fonctionnement des assemblées, sur effectivement le nombre de députés limité, malgré qu'on ait créé des députés, des Français de l'étranger. Le redécoupage, bien sûr, puisqu'à partir du moment de l'UMP, jusqu'à la fin de la phrase. À partir du moment où on crée une représentation pour les Français de l'étranger, et ils sont nombreux, eh bien il est bien normal de diminuer les députés en métropole et dans l'outre-mer. Et donc à partir de là, il y a eu des avancées. Il n'y a pas trop de députés. Vous dites il n'y a pas trop de députés. On peut toujours, je veux dire qu'il y en ait 577 ou 422 ou 483, j'en sais rien. Enfin, ça là-dessus, je crois que c'est toujours pareil. Faire attention au slogan, la démocratie, elle ne se juge pas, la qualité de la démocratie, du débat démocratique, ne se juge pas au nombre de députés ou de sénateurs. Sans doute qu'il y en a peut-être un peu trop, sans doute qu'il en faudrait moins, sans doute qu'il faudrait donner plus de pouvoir aussi aux collectivités territoriales. Voilà, il y a des ajustements, je veux dire, mais il faut replacer la proposition du président. Il ne faut pas oublier l'énorme chantier constitutionnel qui a eu lieu ces dernières années, qui a permis des avancées dont la gauche d'ailleurs a bénéficié, puisque la présidence de la commission des finances, un certain nombre de nominations qui maintenant passent devant les assemblées, etc., et doivent recueillir l'assentiment de la commission des finances. Tout ça, c'est des avancées indéniables. Linda Asmani, sur ce sujet-là. Oui, en 2 mots, on ne peut pas être dans le train et le regarder passer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas honnêtement venir devant nos concitoyens dire qu'on va réduire le nombre de députés alors qu'on l'a augmenté. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même... On l'a stabilisé. On l'a stabilisé. On a augmenté le nombre de sénateurs aussi, donc réduire, je crois que les propos de Nicolas hier, c'était bien cela, réduire le nombre de parlementaires. Il n'a pas précisé effectivement députés ou sénateurs. C'est assez cocasse, pour ne pas dire provocateur, de venir expliquer que l'on va faire exactement le contraire de ce qu'on vient de faire soi-même pendant 5 ans. Faut quand même reconnaître à Nicolas Sarkozy. Reconnaître à Nicolas Sarkozy. Dit Jacques Salvatore. Il faut quand même reconnaître à Nicolas Sarkozy le droit de faire des propositions, parce que si à chaque fois qu'il fait une proposition, on lui dit mais vous avez été là pendant 5 ans. Vous ne l'avez pas fait. À ce moment-là, faut pas que personne se présente comme candidat. Il a le droit on de penser que son deuxième quinquennat qu'il souhaite puisse être un quinquennat dans lequel il y ait des choses nouvelles qui se fassent. Soit qu'il n'a pas pu le faire, soit que voilà, le contexte général a changé, soit que les esprits ont mûri, parce qu'en matière de constitution, en matière constitutionnelle, il y a déjà des avancées et que les avancées proposées aujourd'hui s'appuient sur les avancées passées. Si on lui dénie le droit de faire toute proposition, à ce moment-là, on baisse le rideau, terminé, et circuler, il n'y a rien à voir. On a le droit de faire des propositions. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Une question pour Jacques Salvatore. On voit quand même que ce sont les propositions de Nicolas Sarkozy qui font débat cette semaine. Vous nous interrogez sur ces propositions. Mais parce que ce sont elles qui ont émergé. Il n'y avait pas tellement de nouvelles côté François Hollande. Quand il y en a, je ne manquerai pas de vous interroger, je vous promets. Vous inquiétez pas, il va y avoir une déferlante. Vous nous interrogez. On est des bons garçons. Vous nous interrogez sur ça. On vous répond sur ça. C'est ce que je voulais dire, des séquences dans la campagne. On est d'accord que là, elle est forcément marquée cette semaine par les propositions du candidat Sarkozy. Et vous avez noté que certains observateurs disent mais François Hollande a déjà tout proposé. Tout
proposé. Tout proposé, Non. tout est sur le tapis. C'est vrai que son discours du Bourget était un discours fondateur. Sans doute au-delà de ce que même les militants socialistes pouvaient espérer. Et je crois qu'il a bien fait, parce qu'il a fixé un cadre à partir duquel on se réfère aujourd'hui. Et on voit bien que Nicolas Sarkozy ne fait que courir après les propositions de François Hollande. Alors, on marque une dernière pause. On se retrouve dans quelques minutes. On parlera des sujets que nous n'avons pas encore pu aborder et peut-être un peu d'humour en politique, bien que vous nous ayez dit sur ce plateau que l'affaire était sérieuse et qu'il ne fallait pas trop plaisanter. Mais enfin, les comptes Twitter fermés, les images de campagne détournées, on essaiera un petit clin d'œil. Face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Et nous reprenons notre débat avec nos élus franciliens responsables politiques d'Île-de-France qui décryptent avec nous la campagne comme tous les lundis. Alors, sujet très important, cette affaire de référendum sur la formation pour les chômeurs. On a vu plusieurs versions quand même émerger ou affiner le sujet depuis que le président de la République l'a mis sur le tapis, et notamment cette version proposée par François Fillon qui consisterait à, au fond, remodeler les fonds de la formation professionnelle et les utiliser différemment. Jacques Salvatore, ça c'est important, c'est quelque chose que les partenaires sociaux ne peuvent pas accepter puisqu'ils ont la haute main sur les budgets de la formation. C'est quelque chose qui serait utile. La formation des chômeurs, c'est un sujet essentiel. Le fait qu'il faille transférer la formation traditionnelle et légitime que les partenaires sociaux exclusivement sur la formation des chômeurs, ce que propose de manière provocante un peu M. Nicolas Sarkozy, c'est ça qui fait hurler aujourd'hui. À l'inverse, imaginez un sommet social où cette question est placée au centre et interroger les partenaires sociaux sur les solutions qu'il faudrait trouver pour améliorer le système de formation des gens privés d'emploi. Je pense qu'on peut arriver à des solutions, mais pas de cette manière aussi provocante, et en tout cas pas de manière référendaire. En plus, il y a une différence assez étonnante entre la proposition de Nicolas Sarkozy et celle de François Fillon. Absolument. Elles ne sont pas de même nature, elles se contredisent presque. Linda Asmani. Je crois que c'est toujours mauvais de jeter l'opprobre comme ça ou de laisser un mauvais sentiment s'installer autour d'une question qui est effectivement cruciale et qui est fondamentale, qui est aussi que parmi le nombre de chômeurs que nous avons aujourd'hui, il y a ceux qui sortent des grandes écoles, il y a aussi une vraie élite et que eux sont quand même formés. Donc, mais sur la question plus précise de l'argent de la formation, au fond, est-ce qu'il est mal utilisé en l'état? Est-ce qu'il y a de la perte en ligne? Oui, mais on le voit bien. D'ailleurs, il y a eu toute une polémique sur tous les instituts de formation qui cherchent des agréments et qui ensuite vont valider un certain nombre de formations totalement factices. Et évidemment, c'est là, je crois, où on peut peut-être faire quelques économies, où l'État peut faire des vraies économies. Voilà, je crois qu'il ne faut pas aller chercher les quelques fraudeurs de quelques prestations sociales qui sont indispensables pour élever des enfants. Il ne faut pas toucher aux allocations familiales parce que c'est la vie des familles, c'est un droit de la famille. Et moi, je suis fondamentalement attachée, y compris quand les enfants dérapent, les parents ont des responsabilités. En revanche, sur le droit de la formation, oui, je veux bien qu'on sanctionne les patrons d'instituts de formation un peu bidons. Frédéric Valletoux. Oui, on ne va pas rentrer maintenant, ça serait trop long, trop technique sur le débat sur le fonctionnement de la formation professionnelle. On sait quand même, parce que voilà un sujet sur lequel on a accumulé tous les rapports les plus savants d'autorités, les plus sérieuses, depuis la Cour des comptes jusqu'à des rapports parlementaires, etc., sur les dysfonctionnements de la formation professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, une grande partie des budgets sont gérés par les régions, qui eux-mêmes finissent par avouer, qu'elles soient d'ailleurs de droite ou de gauche, que c'est un monde compliqué, qu'on n'y voit pas très clair, et surtout qu'on a du mal à évaluer l'efficacité de ces milliards qui sont injectés dans le système de formation professionnelle. Alors, renvoyer ça à un sommet social, je veux dire, pourquoi pas, mais on voit bien, parce que ça a déjà été à l'ordre du jour d'un certain nombre de rendez-vous sociaux, eh bien que ça n'avance pas, et que voilà, voilà concrètement un blocage, le cas d'un sujet qui a bloqué. Blocage intermédiaire, donc, puisque c'est un des c'est ça, sujets de la c'est-à-dire que campagne. les gestionnaires du système n'ont pas réussi à améliorer le système, malgré, je le disais, les nombreux rapports. Et donc il y a effectivement poser une question sur ce sujet-là, qui touche à la fois l'emploi, qui touche à la formation tout au long de la vie, qui est un droit important, fondamental, et ce qu'il faut continuer à assurer, ça me paraît un bon exemple, et ça me paraît légitime de demander aux Français, à partir de propositions qui, évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas à rédiger le texte de la question, mais sur le principe, on en a discuté du principe. Voilà un sujet sur lequel il me semble légitime de demander leur avis aux Français. Marie-Christine Arnautu.
Vous savez, il s'est passé quelque chose le 14 février, outre la Saint-Valentin, qui est passé relativement inaperçu. C'est, sauf, j'espère pour vous, Monsieur Valtou, c'est le programme et les revendications du MEDEF, à la veille de la candidature d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. Et parmi ces propositions, il y a une revendication de Madame Parisot, outre le fait qu'elle dit avant qu'il 62 ans, c'est beaucoup trop tôt pour partir à la retraite. Il y a quand même une proposition qui est intéressante, c'est la grande réforme de la formation professionnelle, assortie, dit-elle, à à rendre dégressif les indemnités du chômage. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire, mais c'est sûr, puisque Madame Parisot n'est pas candidate aux élections présidentielles. Non, mais enfin, elle est quand même très amie avec Monsieur Sarkozy. Et Monsieur Sarkozy fait beaucoup allégeance. Enfin, c'est bizarre parce qu'elles sont toutes reprises. Bah non, toutes. Pas celle-là. Ah, la dernière, la fin de phrase, non. Mais si, bien sûr que si, puisque il faut prendre formation professionnelle, et ce qui a été dit sur justement le fait d'être obligé à la suite d'une formation professionnelle d'accepter un emploi, ou que ce soit d'ailleurs, sans parler de la... C'est la contrainte qui vous... Mais vous savez, au-delà de ça, madame, au-delà de ça, moi, l'idée de dire qu'il existerait un volant d'offres d'emploi qui n'est pas satisfait à hauteur, puisque c'est ce qui est dit, c'est ce qui est sous-entendu, à hauteur du nombre de demandeurs d'emploi, c'est une arnaque. Il s'agit d'un problème de compétitivité que personne ne veut prendre en compte, que personne ne veut résoudre. Regardez le modèle allemand, il y a 5 millions de travailleurs en Allemagne qui touchent 450 €. Le problème du coût horaire au Maghreb, en Europe de l'Est, tout le monde le sait. Ça, ce problème-là, on ne veut pas le prendre à bras-le-corps. Alors, évidemment, on va faire des chômeurs, des flemmards, des boucs émissaires. Et ça, franchement, c'est une grosse arnaque. Jacques Salvatore. Simplement, je vous disais tout à l'heure que sur le problème de l'introduction de la proportionnelle ou du nombre de députés, c'était un sujet référendaire. Celui-là ne me semble pas un sujet référendaire. À l'inverse, imaginez qu'on puisse organiser un Grenelle de la formation professionnelle, depuis le crédit formation jusqu'à la formation permanente, et il y a là un vrai sujet. Et des propositions concrètes pourraient en sortir. Comme il est sorti un certain nombre de propositions concrètes des Grenelles de l'environnement. On ne peut pas quand même considérer que le bilan des Grenelles de l'environnement soit complètement réduit. Il y a eu des choses fortes. Donc le sommet, ça peut être une bonne... Le sommet et la procédure des Grenelles, c'est-à-dire des débats longs, inscrits dans le temps, qui permettent d'aboutir à des résultats. Plutôt qu'un référendum, qui est extrêmement dangereux parce que et déjà, il faut définir la précédemment, on voit bien quel type d'émotions peuvent surgir à l'occasion d'un référendum, et c'est pas souhaitable. À l'inverse, un Grenelle sur la formation permanente et professionnelle, bien sûr. On retient votre proposition. Alors je disais pour finir un tout petit peu d'humour. Alors cette affaire des comptes Twitter parodiques qui auraient été fermés, l'UMP dément l'avoir fait elle-même. Au fond, est-ce que sur un sujet aussi sérieux que la présidentielle, on peut quand même laisser un peu de place à l'humour, Frédéric Valtou? J'espère. En tout cas, moi, personne n'a fermé mon compte Twitter. Alors, soit il n'est pas très intéressant. Combien de followers? Je ne menace pas le débat démocratique. Mais ça doit être ça. En tous les cas, je ne connais pas cette affaire. Je ne sais pas la réalité des choses. Mais effectivement, je pense que l'humour a sa place. Même si, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on est dans un contexte où, ce grand rendez-vous démocratique de la campagne, c'est quand même le moment aussi de chacun met sa vérité. Tous les candidats mettent leur vérité sur la table. Vous avez vu, Frédéric Valtou, que les affiches de campagne du candidat Sarkozy sont quand même les plus... Mais ça, c'est la culture Internet. C'est vrai que les cultures Internet, c'est une culture où tout va vite. C'est-à-dire, à peine l'affiche de Sarkozy était connue, elle était détournée sur Internet. Mais tant mieux, ça veut dire ça. Jacques Salvatore, vous aimeriez il y a une tradition française là-dessus. Celle de François Hollande soit aussi. Il y a une tradition française de la caricature. Moi, je suis... J'en ai vu quelques-unes pas mal, quand même, Hollande. Oui, mais il y en a eu pas. Il inspire moins, François Hollande. Je crois que l'humour, même violente, même décriante à l'égard d'une personnalité politique, le dessert pas forcément. Rappelons-nous les guignols de l'Info et Chirac. Et puis François Hollande, Flamby dans les guignols, ça l'empêche pas d'être aujourd'hui en tête des intentions de vote. Le bébé de et chaud Marine Le Pen chez Ruquier, donc finalement était très contente de l'émission, donc l'humour aussi. Même alors là, sincèrement, caustique. je pense que l'expression de l'humour doit être totale, ça fait partie de la liberté d'expression.
pas se prendre toujours au sérieux, ça fait du bien aussi. En revanche, prendre cette élection au sérieux, ça c'est indispensable. Merci à tous. Pardon, le mot de la fin, parce qu'on fait des choses sérieuses qu'il faut être triste. Voilà, c'est tout. Effectivement, vive la liberté d'expression. On essaiera de continuer à être drôle tous les lundis dans cette émission. Merci à tous. Dans quelques instants, Intégral Bourse, juste après le journal de l'économie. Et demain, on reviendra à la fois sur cette question de la formation avec des acteurs de l'Île-de-France et puis sur le plan de déplacement urbain d'Île-de-France. C'est un sujet qui nous concerne tous.